Bonjour à tous et à toutes, on est très heureux de vous retrouver ici à Nîmes pour la 7e étape de l'émission traditionnelle Les Clés de la Ville. Une émission coproduite, on le rappelle, par Figaro Immobilier et Radio Imo. C'est l'occasion de dresser un état des lieux à la fois du marché du neuf, mais aussi de l'ancien, et se projeter bien sûr sur la ville de demain. Un programme très fourni, puisqu'on a le plaisir d'accueillir sur le plateau notre grand invité qui est avec nous, c'est Bertrand Paulin, directeur général de la SPL Agathe. Nous allons recevoir tout à l'heure maître Florian Bonnette, qui est notaire à Nîmes. On parlera des prix de la ville de Nîmes et de sa métropole également. Un grand monsieur de l'immobilier sera avec nous également tout à l'heure, c'est Lionel Séropian, qui est le directeur général de la région Sud pour Nexity. Comme le veut la tradition, on va se plonger justement pour bien comprendre à la fois les enjeux. On va se plonger au cœur de la ville de Nîmes avec un film tourné par le réalisateur Alexandre Burkhardt, mais aussi présenté par le producteur Grégoire Darico. La ville de Nîmes, le film, c'est maintenant. Bonjour à tous, bienvenue à Nîmes pour ce nouvel épisode des Clés de la Ville, le 7e de la saison 6. Je suis ravi de vous accueillir dans cette ville chargée d'histoire. Vous voyez les arènes juste derrière moi, l'histoire antique, l'histoire médiévale et puis l'histoire moderne, celle d'aujourd'hui. Un territoire qui est attractif, un territoire qui est dynamique. On va voir tout ça pendant notre reportage. Les Clés de la Ville, saison 6, épisode 7, c'est parti. Nîmes, une ville où l'histoire s'impose et où l'avenir se dessine. Marquée par un patrimoine romain parmi les mieux conservés d'Europe, Nîmes cultive une identité forte entre héritage et modernité. Arènes, maisons carrées, jardin de la Fontaine, autant de repères qui structurent son image et son attractivité. Donc une ville romaine avec un patrimoine romain qui est important, à 3 heures de Paris. Nîmes n'est pas seul sur son territoire, on est sur l'arc méditerranéen. Donc c'est vrai que c'est une offre globale qui est offerte aujourd'hui aux touristes pour venir sentir et goûter un peu le sud de la France et ce patrimoine romain qui est aujourd'hui l'atout majeur de notre ville sur le tourisme. La maison carrée est l'un des temples romains les mieux préservés au monde. C'est un symbole fort de l'identité culturelle de Nîmes qui témoigne de plus de 2000 ans d'histoire. Mais Nîmes ne se contente pas de regarder son passé. Depuis plusieurs années, la ville engage une transformation progressive de ses espaces et de ses usages, réhabilitation du bâti existant, requalification de quartiers, nouveaux lieux de vie, autant de projets qui participent à redéfinir son équilibre urbain. Nîmes va devenir une ville de plus en plus chaude. Si on veut effectivement que les touristes viennent et ne partent pas en Bretagne ou à Lille sur le bord des plages, il va falloir qu'on travaille sérieusement sur cette transition écologique, sur une renaturation, une végétalisation de tout le centre-ville et de ces promenades plantées qu'il va falloir qu'on élargisse un peu. Avec les jardins de la Fontaine, Nîmes dévoile un visage beaucoup plus résidentiel, un cadre apaisé, verdoyant et puis recherché pour sa qualité de vie. Parce que l'enjeu est clair, valoriser sans figer, transformer sans dénaturer. Dans ce contexte, le tourisme joue un rôle structurant, il soutient l'économie locale, dynamise le centre-ville et participe à l'image d'une ville vivante, ouverte et accessible. Le tourisme a toujours été un gros levier du développement économique de notre région. On peut très bien imaginer aujourd'hui, vous arrivez à la gare, vous prenez un vélo et vous pouvez faire tous les sites patrimoniaux en vélo. Ici, face aux arènes, le musée de la Romanité incarne le Nîmes contemporain. C'est un dialogue entre l'architecture moderne et l'héritage antique, en plein cœur d'un espace en pleine revalorisation. Mais cette attractivité doit s'accompagner d'un cadre de vie préservé. Logement, mobilité, qualité des espaces publics, les attentes évoluent et la ville s'adapte. Cette ville-là, il y a aussi des habitants qui habitent ici et qui vivent à côté des monuments. Et on a une réflexion aujourd'hui plus politique, effectivement, sur le développement de Nîmes, comment on va pouvoir réunir la ville entre la périphérie et le centre, qui est aujourd'hui très patrimonial,
pour que tout le monde puisse y trouver son compte, pour que Nîmes en fait, soit une ville qui compte et où chacune et chacun compte. Nîmes avance avec une ambition mesurée, celle d'un territoire qui capitalise sur son histoire tout en construisant de nouveaux usages au service de ses habitants comme de ses visiteurs. Une ville en équilibre entre mémoire et transformation. Nîmes conjugue à merveille patrimoine antique, dynamisme urbain et qualité de vie, une ville où l'histoire est partout mais qui continue de se réinventer. Merci d'avoir suivi ce reportage avec nous. Les Clés de la Ville, saison 6, épisode 7, c'est parti. Sylvain, Olivier, c'est à vous. Moi, je vous souhaite une bonne émission. Merci pour ce film magnifique, Alexandre Burkhardt et Grégoire Darico pour la présentation. Ce film de Nîmes, et on se retrouve ici à la Maison du Notariat avec notre grand témoin, qu'on est très heureux de recevoir, Bertrand Pelin, directeur général de la SPL Agathe, c'est-à-dire la Société publique locale. Vous êtes diplômé de l'école des ponts Paris Tech, vous connaissez parfaitement l'immobilier, vous avez travaillé pour Nexity, vous avez été responsable des cessions et de la valorisation du patrimoine immobilier du réseau Ferré de France notamment. Vous avez été chef de projet foncier chez le groupe Dego notamment. Vous avez été spécialiste en aménagement du territoire et puis une expérience comme directeur juridique et puis directeur général à la Société d'aménagement des territoires, la SAT. Et vous êtes directeur général de la SPL Agathe, donc Société publique locale. Ce qui fait de vous un spécialiste. Vous avez une vision à 360, expert dans le domaine de l'aménagement du territoire et des projets immobiliers. Et ma première question, en fait, elle est toute simple. Comment d'abord vous pourriez définir votre métier? Et puis, avec le recul, qu'est-ce qui a le plus changé dans le montage des opérations d'aménagement, on va dire, en l'espace de 10 ans? Merci tout d'abord pour votre invitation. Je suis ravi de pouvoir témoigner. Effectivement, je dirige 2 structures, une société d'économie mixte, historique, qui a une trentaine d'années, qui a façonné notamment tous les grands quartiers nîmois, notamment le sud du périphérique, tous les quartiers d'habitation, commerciaux, les quartiers mixtes. Et puis la SPL Agathe, qui est un petit peu plus récente, qui a été créée en 2012, qui avait initialement 12 collectivités actionnaires, créatrices, et puis l'actionnariat s'est développé. On a aujourd'hui 34 collectivités avec nous, la quasi-totalité des communes de l'agglomération, et on a la particularité pour nos structures d'avoir étendu ce champ d'intervention aux Bouches-du-Rhône, puisque les communes d'Arles, de Tarascon et de l'agglomération d'Arles sont rentrées au capital il y a quelques mois. Et nous, pour répondre à votre question, nous essayons de conseiller et de porter des solutions techniques aux élus pour faciliter la mise en œuvre de leur politique publique. Donc, j'allais, pour répondre à votre première question, vous dire facilitateur et boîte à outils. Alors, boîte à outils parce que j'ai la chance, à travers Agathe, qui a effectivement plusieurs activités, de piloter aussi l'activité de l'Office du tourisme de la ville et de l'agglomération et la gestion de différents services. Mais le cœur de métier historique reste l'aménagement et on essaye au quotidien d'interagir entre les impératifs de production de logements pour répondre aux besoins des populations. Vous l'évoquiez, les mutations profondes des familles font qu'on a un besoin criant de répondre aux besoins des populations, que ce soit en matière de logement social. Touché par la crise du logement à l'identique comme toutes les villes de France. Comme toutes les villes de France, on est touché, en plus avec un marché qui est un peu moins attractif que sur des communes périphériques qui sont assez aspirantes, comme l'agglomération de Montpellier. Donc il faut qu'on se batte avec nos armes. Et donc on essaye de faciliter ces actions. La SPL intervient sur l'immobilier basique de l'habitat, mais elle produit aussi du terrain à bâtir pour des zones d'activité économique, etc. Construction et gestion. Et gestion. Ouais. Donc c'est pour ça que je parlais de boîte à outils, parce qu'on intervient aussi bien sur la production de zones, des opérations d'aménagement neuves, vocation d'habitat ou d'activité. On intervient, et on le verra tout à l'heure, de plus en plus, mais ça c'est un spectre et c'est une mutation profonde au niveau national, sur des opérations de renouvellement. Et ça c'est très important, y compris dans le cadre d'opérations pilotées par l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et on en est plutôt très fiers, parce que c'est des opérations qui font sens. Voilà. Et on essaye finalement de répondre aux besoins des entreprises par une offre packagée pour permettre l'implantation d'entreprises et faciliter leur vie immobilière quand elles souhaitent s'implanter ou se développer à Nîmes.
Et puis, on intervient aussi, alors c'est un petit peu plus loin de vos attentes du jour, mais sur un volet commercial, puisqu'on a créé il y a 3 ans maintenant, avec le concours de la Caisse des dépôts et d'un pool bancaire qui nous accompagne, que je remercie, une foncière de redynamisation commerciale. Alors, comme bien souvent en France, parce qu'il y a un vrai trend sur ces sujets, la particularité pour nous, c'est qu'on a dans notre BP un volume d'investissement de 25 millions d'euros et que sur ces 25 millions d'euros, 70% iront dans les quartiers pour la réintégration d'un tissu commercial de proximité. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Parce qu'en fait, je ne sais pas si Nîmes, d'ailleurs, est dans le plan d'action Cœur de Ville. Pas Cœur de Ville, mais elle est dans une des conventions en rue globale. Ah voilà, la deuxième forme de l'ANRU, qui fut en son temps créée par Jean-Louis Borloo dans les années 90, qui fut certainement peut-être l'un des meilleurs ministres du logement et de la ville que nous ayons eu. Voilà, j'ai dit ça. C'est intéressant ce que vous dites, parce que le logement, l'emploi, ça va plutôt avec. Et d'ailleurs, en 2025, 17% des contrats à durée indéterminée n'ont pas pu être signés dans les grandes agglomérations, faute d'une offre de logement. Ça a pris à un tel point que même les entreprises, parfois, changent leur braquet en termes d'investissement et quittent l'agglomération qu'ils avaient ciblée pour aller là où il y a une offre de logement. Quand on ne voit pas d'ailleurs des entreprises qui elles-mêmes se mettent à faire de la promotion justement pour leurs propres salariés. Et donc c'est intéressant de revenir, et la vitalité commerciale fait partie de l'attractivité également in situ. Alors vous êtes à la croisée des chemins, Bertrand Pelin, parce que autant public que privé, vous avez comme vous l'avez dit Olivier, une vision à 360 degrés. Tout est politique dans le logement, à l'échelon local, à l'échelon régional, à l'échelon national. Comment vous voyez finalement votre rôle comme étant, vous l'avez dit, un facilitateur, mais aussi à la croisée de tous les chemins, parce que vous disposez d'une somme d'informations nécessaires, j'allais dire, au premier outil qu'a le promoteur. Comment vous voyez un petit peu cette évolution avec les nouvelles municipalités qui ont été élues? Il y a eu un peu de changement, ça n'a échappé à personne. Alors justement, quel est le dessin que vous prévoyez? Ou est-ce que vous inscrivez peut-être plus dans une logique de transformation et d'équilibre? Alors, je vais être très clair avec vous, nous sommes des prestataires de services qui répondons à une commande publique. Vous savez que les SEM ou les SPL appartiennent en tout ou partie aux collectivités locales, donc on a toujours une relation... Les collectivités locales. Oui, tout à fait. Et société de droit privé avec des capitaux publics. Société anonyme de droit privé issue du Code de commerce, mais nos administrateurs sont des élus. On a toujours cette dualité puisque nos administrateurs, actionnaires, sont en même temps nos clients qui nous confient des contrats. Donc on a une logique double, mais nous ne sommes que des prestataires de services qui mettons en œuvre ces politiques publiques. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'opérations à Nîmes qui sont lancées. Je pense que les élus qui viennent d'être nommés et désignés ces dernières semaines, et notamment au sein de l'agglomération, pas plus tard que la semaine dernière, vont devoir prendre connaissance de ces opérations-là et y mettront nécessairement leurs pattes, puisque c'est tout le sel, et nous ne ferons que mettre en œuvre les politiques qu'ils décideront. Donc nous, on essaye simplement d'être facilitateurs, quels que soient les enjeux, puisque le besoin en termes de logement est criant, à Nîmes comme ailleurs, et il convient simplement que des opérateurs comme nous puissent intervenir. Dans la chaîne de valeur de production de l'immobilier, nous intervenons vraiment en amont. Et nous, notre but ultime, c'est de produire du terrain à bâtir pour permettre à des promoteurs, à des bailleurs sociaux d'intervenir, de créer de la richesse et surtout, fondamentalement, de répondre aux besoins des populations. Mais in fine, c'est le maire qui va signer le permis. Et in fine, c'est toujours le maire qui signe le permis. Mais je ne crois pas qu'un maire, quel qu'il soit, aille contre la volonté et le besoin surtout. Et je pense qu'il y a quelles que soient les étiquettes politiques, il y a la reconnaissance d'un constat au niveau national, d'un besoin criant de logement. Ensuite, et je voudrais développer là-dessus, c'est que souvent la difficulté ne provient pas des élus locaux qui sont assez en pointe pour la production de logement. Alors, en prenant en compte... Pour une majorité d'entre eux, c'est vrai. Oui. Mais voilà, on a des sujets... puisqu'on a eu des maires de ville. Nous aimons les maires de ville, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on a des maires qui, aujourd'hui, prônent une forme de décroissance urbaine. Et qui même, pour certains, ont stoppé carrément les permis. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Nous étions avec le maire d'Annecy,
il y a exactement 5 ans. Alors, il venait d'être élu, François Astorg, donc c'est tout à fait public. On lui a demandé combien de permis étaient instruits lorsqu'il est arrivé aux affaires. Il y en avait 57. Et on lui a demandé combien il y en avait retoqué. 54. Oui. Voilà. Alors, donc on pourra convenir ensemble voilà. qu'Annecy ou Aix-en-Provence ne sont pas forcément... À Bordeaux, c'était un peu pareil. Non, mais c'est pas une question piège, Bertrand Pelin. Non, du tout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la majorité des maires veulent construire pour leurs concitoyens. Il n'y a pas de doute là-dessus, même si on leur a enlevé des relais d'investissements fiscaux et autres, etc. Alors, donc, si vous me permettez, je pense que si on procède à une analyse, je pense que la majorité des maires souhaitent répondre aux besoins de leur population. Par contre, l'écueil, souvent, d'un élu, c'est d'essayer de faire en sorte d'éviter des irritants et de faire en sorte que l'intégration de ces opérations d'aménagement se passe pour le mieux. Je dois avouer que pour notre part, on a produit une opération d'aménagement à Nîmes dans les 10 dernières années pour produire 650 logements dans une opération de renouvellement urbain mixte avec une université, avec du logement social, avec du logement accession, avec le Crous. Aucune difficulté. Alors, tout dépend de la manière dont on apprend les choses. Les irritants, c'est quoi la population ou le quartier, les habitants. Essentiellement, travailler la densité, travailler la concertation et la co-construction des projets. Aujourd'hui, quand on voit la situation dans laquelle on est socialement, le côté éruptif de la société, le côté contestataire aussi parfois, il y a une impérieuse nécessité pour les opérateurs techniques que nous sommes d'accompagner le politique dans cette co-construction. Mais je ne pense pas que philosophiquement, les élus locaux, globalement, alors il y a effectivement certainement des écueils. Je pense qu'Annecy, vous l'évoquiez, il y a une problématique aussi de surtourisme et de tourisme de masse qui fait que, et d'un marché immobilier qui n'est pas forcément à l'échelle de ce qui se pratique au niveau national. Voilà. Non, mais on prenait ces cas emblématiques, mais on peut citer d'autres villes qui ont la même. C'est là qu'on voit que les orientations politiques, en fait, sont importantes en réalité. Mais il y a un fait qui ne souffre d'aucun dogme politique, c'est celui de la démographie et de la demande de logement liée aux nouveaux usages. Vous en avez parlé tout à l'heure, parce que quand vous avez parlé de l'explosion de demande de logement, c'est surtout lié au phénomène de décohabitation qui ont doublé la demande. Si je puis me permettre, juste pour compléter ce que vous dites, c'est que la problématique ne me semble pas être le fait de convaincre les élus locaux qui, je le dis, souvent répondent aux besoins de leur population. Le problème, c'est que pour les techniciens que nous sommes ou pour les opérateurs que sont les promoteurs immobiliers, c'est de faire en sorte que le législateur, alors pour le coup, là j'essaie d'être militant, je suis juriste de formation, donc je suis très légaliste et j'applique ce que le législateur... Souvent le problème, c'est que le législateur se saisit d'une orientation pour notamment des considérations environnementales qu'il convient qu'en tant qu'aménageur nous prenions en compte. C'est absolument essentiel. Souvent, la problématique provient des modalités de mise en œuvre et du traitement sur-administratif de ces sujets qui ont une incidence en termes de technicité, en termes de difficulté, en termes de surcoût pour les opérations et en termes de délai. Et souvent, on est confronté à des intérêts contradictoires avec des services de l'État qui imposent aux collectivités la réalisation de logements sociaux, notamment. Et on y souscrit, il y a un besoin. Par contre, on a aussi des services de l'État qui ne font qu'appliquer les règles, qui sont extrêmement complexes et qui, pour nous, en tant qu'opérateurs, mettent à mal nos calendriers et du coup, la possibilité pour nous d'avoir à proposer du foncier disponible. C'est plutôt cette dualité-là que moi, je note. C'est la même chose, vous avez raison. L'inflation normative et la surréglementation, et en plus, comme quoi finalement on est très heureux en France, une réglementation qui se contredit elle-même par des injonctions. On est souvent sur des injonctions contradictoires. Par des injonctions contradictoires avec la direction de l'équipement qui se heurte à d'autres directions, bien évidemment. C'est pas facile. Aujourd'hui, il faut être vraiment un polytechnicien pour être promoteur immobilier. Alors, je vous propose d'avancer. On va avancer dans l'émission tranquillement. Justement, on va voir concrètement ce qui se passe à Nîmes. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est la transformation du bâti existant qui est l'un des principaux défis des acteurs de la ville, de la fabrique de demain. Recycler, réhabiliter d'anciens bâtiments tout en conservant les traces du passé, réinventer des lieux de vie. Eh bien, c'est ce que vous allez faire avec le marché de la gare à l'entrée ouest de Nîmes qui se prépare à écrire un nouveau chapitre. Je crois que ce sont les anciennes halles. C'est un bâtiment emblématique du patrimoine nîmois, 1957. Et puis, vous allez redonner
une nouvelle vie avec ce bâtiment qui va devenir sur 6000 m² un tiers-lieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui, simplement pour contextualiser, je l'évoquais tout à l'heure, les outils que nous sommes conduisent des politiques publiques et on le voit, moi je suis dans ces structures depuis une dizaine d'années maintenant. Les opérations qui étaient conduites il y a une dizaine d'années, c'était des opérations de pure extension urbaine. On achetait du foncier agricole, on mettait, excusez-moi de ma vulgarité, mais on plantait 3 tuyaux et on revendait ça avec un contexte économique assez florissant, tout allait bien. Les politiques publiques ont décidé de réorienter le ZAN, etc., vers des opérations de renouvellement. Et donc, nous, on intervient pour le compte de collectivités sur de la renouvellement, soit d'habitats anciens. On a fait ça à Saint-Gilles pour une opération globale de traitement d'une vingtaine d'îlots en centre-ville ancien à Saint-Gilles. On intervient sur des opérations de renouvellement à vocation de logement, de renouvellement à vocation économique, et c'est le cas du marché gare à Nîmes, et des opérations de rénovation urbaine, dont dans le cadre du pilotage de l'ANRU. Donc on voit bien que les outils modestes que nous sommes, finalement, mettent en musique les politiques publiques nationales, et on voit ce changement de paradigme, c'est-à-dire que les opérations de rénovation urbaine, d'extension urbaine aujourd'hui sont portions congrues. Ça, on voit que finalement, alors ça pose des vraies questions sur le coût du foncier, les bilans, etc., parce que la rénovation coûte très cher. Et pour répondre à votre question, oui, nous avons une zone d'activité économique que nous a confiée l'agglomération de Nîmes il y a 4 ans maintenant, qui est une zone d'une vingtaine d'hectares, qui est l'ancien marché d'intérêt national. Le fait qu'il y ait un changement de couleur politique ne remet rien en cause. Je ne crois pas. Alors aujourd'hui, les élus viennent d'arriver, il faut leur laisser le temps de prendre connaissance des dossiers. Je pense que si, ça induira certainement un changement dans la programmation, et c'est évident, puisqu'il faut d'ailleurs que les politiques publiques se saisissent. Programme, donc oui, il y aura le fond. Mais pas de remise en cause massive, parce qu'aujourd'hui, le foncier est acquis. Un schéma, vous avez raison, de planification. On va avancer justement. Ces projets de transformation des halles en tiers-lieux, finalement, c'est formidable parce que finalement, vous rétablissez dans une certaine forme d'agora. Moi, j'aime bien le côté un peu philosophique de la ville, un lieu où se croisent les énergies, les rencontres, etc. Le commerce, bien évidemment, vous en avez parlé, parce que mine de rien, le commerce, c'est quand même l'élément. Lorsque les commerces ont déserté de certains quartiers, c'est devenu des quartiers dortoirs. Et donc, finalement, je trouve ça extrêmement intéressant. Dans la conception des projets, si vous deviez aujourd'hui prendre la photo avec le recul que vous avez dit une chose très juste. Comment on fait pour concilier l'accès pour des promoteurs, qui sont des promoteurs privés, qui ont aussi des aspérités et donc des échéances importantes pour elles? On arrive à accéder aujourd'hui à une maîtrise des coûts du foncier. Parce que le foncier, c'est un peu l'or noir des promoteurs immobiliers. On ne peut pas faire sans. Et parfois, on assiste à une espèce de surenchère, pour pas dire... allez, je vais le dire quand même le mot spéculation foncière, qui fait que bonjour 40, au revoir 60, et qu'on a des promoteurs qui s'enchèrent. Ça devient intenable parce que, in fine, le promoteur, quoi qu'on en dise, et souvent on va déconstruire un mythe, n'est pas là pour prendre un maximum d'argent aux primo-accédants ou aux investisseurs, mais au contraire de réguler un marché de manière constante. On fait comme... Enfin, vous n'avez pas forcément la solution, mais c'est quoi votre analyse sur cette question de la maîtrise des fonciers? Est-ce que vous diriez, par exemple, vous avez raison, il faut revoir la fiscalité, peut-être inciter, ou etc. Voilà, quelle est votre analyse? Alors, je pense que ce que j'évoquais tout à l'heure, les contraintes qui pèsent sur nous, en tant qu'aménageurs, elles pèsent aussi la frénésie réglementaire, pour moi, est quelque chose qui freine nécessairement la production. Il y a eu quand même, moi je vous avoue, je ne le comprends pas, c'est-à-dire qu'en tant que professionnel de l'aménagement et de l'immobilier, des politiques publiques qui consistent à arrêter brutalement la défiscalisation et notamment les outils de type Pinel, qu'on l'arrête et qu'on décide que l'investissement des Français doit passer de l'immobilier à d'autres. Ça ne me pose pas de problème, c'est une politique publique, on s'y soumet, c'est la démocratie. Par contre, moi, je n'ai pas compris la brutalité de la décision parce qu'elle a eu un impact extrêmement négatif et brutal, et on l'a vu, il y a eu des corrections de prix massives, et on savait, c'est se cacher derrière son petit doigt que de le nier, c'est qu'on savait que depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, le marché était porté par ces politiques de défiscalisation. Et perfusion. Alors c'est ce qu'on se dit quand on veut être négatif. Après, il y a aussi des éléments positifs, c'est-à-dire que ça fait travailler des entreprises derrière. Donc moi, je suis très légaliste, et encore une fois, je pense qu'il convient d'appliquer les politiques publiques. Je n'ai pas compris la brutalité de cette décision, par exemple. Et je pense que les politiques publiques, quelles qu'elles soient, elles ont besoin de temps.
et que les opérateurs que nous sommes, nous-mêmes, parapublics ou les promoteurs avec lesquels on travaille, ont besoin de visibilité. Et les investisseurs aussi. Le fait qu'il y ait le Jeanbrun, donc ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est une bonne chose. Je sais que le gouvernement table sur une grande campagne de communication pour essayer de faire porter la voix de ce message. J'espère qu'il aura... Moi-même, à titre particulier, je n'ai pas d'intérêt à la question, mais j'espère simplement que ça permettra de débloquer des situations, parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, aménageurs, on est dans une situation où les contraintes administratives font qu'on met du temps à sortir du foncier disponible pour le mettre à disposition des opérateurs économiques, bailleurs sociaux, promoteurs, et d'un autre côté, eux ont des difficultés à sortir leurs projets. Donc on est un peu au milieu du gué, et vous me posiez la question de savoir si j'avais la solution. Si je l'avais... La solution, c'est peut-être... Non, mais c'est peut-être... Vous savez, les solutions, les promoteurs les ont. Ils ont des solutions. Oui. Et je vais vous dire la différence entre les produits de première nécessité. Vous savez, aujourd'hui, vous savez que le sucre, c'est pas bon pour la santé. Le sucre, c'est vraiment pas bon pour la santé. C'est une TVA 5,5 sur le sucre. Donc on peut se passer de sucre, d'accord, mais on peut pas se passer d'un toit. Et le toit, c'est une TVA 20. Donc voilà. Là, on a peut-être une idée un peu simple. Faire du logement à bien de première nécessité. Voilà, faire du logement à première. Voilà, je dis ça. Voilà, d'ailleurs, c'est le groupe Nexity. Je peux le dire. C'est pas moi qui l'ai inventé, qui avait fait cette pub ou cette idée que effectivement, ça pourrait devenir un produit de première nécessité, mais également sur le plan politique. Vous savez, c'est la Cour des comptes qui vous a donné raison. La Cour des comptes a dit le Pinel a fabriqué du logement indiqué pour des investisseurs, au bénéfice des locataires qui, je le rappelle, ont eu accès à des loyers modérés. Et donc, du coup, effectivement, la brutalité auquel vous faites allusion, c'est une brutalité parce qu'il n'y avait rien entre les deux qui a permis, effectivement, d'accompagner l'industrie. Alors, nous vendons, dans les opérations que nous conduisons, aussi des terrains à bâtir à des particuliers. Souvent des primo-accédants, d'ailleurs. On le voit aujourd'hui, on est confronté du coup à la même clientèle que les promoteurs. On a aujourd'hui un coup de frein, la hausse des taux est une chose, mais on a, en fait, je pense que pour tout investisseur, il y a un besoin d'avoir une visibilité. Or, aujourd'hui, cette visibilité n'est pas là. Et donc, on a les plus grandes difficultés pour nous à voir clair et à voir loin, mais tout comme les opérateurs économiques qui nous suivent sur la chaîne de valeur de l'immobilier. Reconnaître le bailleur privé comme un acteur économique et social à part entière qui permet de construire des logements, à la fois, ça permet de loger des familles, de loger des étudiants, donc c'est un rôle très important. Donc, ce Jeanbrun, on l'évoquera tout à l'heure avec... Lionel Séropian Nexity, c'est important qu'il y ait, parce qu'en bout de chaîne, il y a aussi les accédants. Je pense que c'est absolument indispensable. J'espère que ce dispositif montera en puissance et aura un écho, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que finalement que des décisions qui sont prises sans qu'il y ait l'écho. Alors, on l'évoquait avec certains professionnels dernièrement, ce que j'évoquais tout à l'heure. Je sais que le gouvernement va tabler sur une grande campagne de communication et il faut espérer que ça ait un effet. Mais on a toujours une problématique de taux d'emprunt et de taux d'intérêt qui font que... Voilà. On va avancer effectivement dans l'émission, question. mais non, ce ne sera pas une question, ce sera plutôt justement pour bientôt. C'est le 6e ministre de logement et c'est notre 7e Premier ministre. Donc la solution, ça sera en mai 2027 aux urnes de l'élection présidentielle. Je pense que rien ne se passera avant parce qu'il faut un changement de braquet. Ce que vous dites est pétri de bon sens. Les promoteurs, contrairement à ce qu'on a dit, effectivement, ne sont pas là pour augmenter les prix. Mais je prends un autre cas, c'est la régénération urbaine. Quand on rénove en ville, quand on régénère, ça coûte entre 15 et 25% plus cher. Il faudra bien résoudre cette équation. Alors, rapidement. J'y souscris, et là vous avez raison, c'est encore faut-il que ce débat soit porté, j'espère qu'il le sera parce que c'est fondamental pour le besoin des populations. Il y a juste une chose, c'est qu'on est aujourd'hui, pour nous, aménageurs, à la croisée des chemins, c'est-à-dire que, et les aménageurs privés le sont aussi, cette mutation profonde qui consiste à repositionner les opérations d'aménagement sur des opérations de renouvellement a des incidences en termes de coût de la matière première extrêmement élevées, puisque vous achetiez un terrain agricole à un prix raisonnable, aujourd'hui on achète du foncier il convient d'évincer des locataires, des propriétaires, il convient de démolir, de dépolluer, etc. Donc il y a une incidence coût, il y a une incidence délai, et je pense que tant qu'on ne passera pas par une espèce de logique de clarification, notamment normative, on aura les plus grandes difficultés à s'y soumettre. Hier, je participais à un colloque de la Fédération nationale à laquelle on appartient pour essayer de trouver des solutions. Alors on parle de la dissociation du foncier, du bâti, etc. Il y a des vrais éléments de réflexion, le BRS, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion beaucoup plus globale à avoir, parce que... les établissements publics fonciers qui se développent, qui sont en plein essor. Et le fait que vous, le public, enfin, quand je dis vous le public, vous m'avez compris, vous puissiez disposer d'un foncier dans lequel que vous maîtrisez
en termes de prix pour laisser les promoteurs bien faire leur métier. Voilà, c'est... La ville de Nîmes vient de nous confier une opération en concession pour, dans les 15 ans qui viennent, la sortie de pas loin de 800 logements avec une opération extrêmement mixte. H2. La continuation de la première opération que j'évoquais tout à l'heure, qui a été une vraie réussite, etc. C'est du foncier institutionnel, c'est du foncier qui appartient aujourd'hui à l'armée, à la SNCF, avec des problématiques de pollution, etc. Ces opérations, sans financement massif des collectivités, sans participation aux équilibres économiques de nos opérations, ne sortiraient pas. Et la vraie difficulté aujourd'hui, c'est quand on voit la situation des finances publiques au niveau national et au niveau local, c'est demain les collectivités auront-elles encore la capacité de soutenir les aménageurs ou de conduire ces politiques publiques pour produire du logement. Et la vraie question pour moi dans les années qui viennent, ça va être ça. Ça fera l'objet d'un bon thème d'émission. Eh bien, merci beaucoup. On peut vous applaudir. Voilà. Et là, on va continuer toujours en direct depuis la Maison du Notariat. On va parler d'immobilier ancien avec Maître Florian Bonnette. À tout de suite. Les clés de la ville. Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat. De retour ici à la Maison du Notariat à Nîmes pour la suite de l'émission Les clés de la ville, toujours accompagné de Sylvain Lévy-Valenti de Radio Imo. Et d'un public extraordinaire. Public. On a un public qui applaudit. Comme quoi, il y a de l'ambiance chez les notaires, on ne peut pas dire le contraire. Voilà. Toujours avec notre grand témoin Bertrand Pelin. Et puis, eh bien, on va faire un focus maintenant avec le porte-parole de la Chambre interdépartementale des notaires de Nîmes. C'est Florian Bonnette, Maître Florian Bonnette. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous avoir ici. Vous allez un petit peu nous éclairer en matière d'immobilier à Nîmes, d'immobilier ancien. Alors, on a connu une période durant laquelle les transactions ont reculé et puis l'activité a été quasiment à l'arrêt quand on a eu des taux d'intérêt qui étaient passés de 1%, ça existait encore, à 4%. Ça a littéralement bloqué le marché. Et puis, les taux sont progressivement redescendus. On a vu un dynamisme du marché. C'est reparti. Là, bon, on a une situation internationale un petit peu anxiogène. C'est un peu compliqué. Mais bon, on a des taux d'intérêt qui, pour l'instant, se stabilisent autour de 3,25% sur 20 ans. Les prix ont retrouvé un peu de raison. Comment se porte, Maître, le marché immobilier à Nîmes et par extension sa métropole? Alors sur Nîmes, il a subi tout ce que la nation a subi, on va dire, en termes d'immobilier. En 2023-2024, on a eu la fameuse correction. En 2025, on a eu une stabilisation où là, on a pu constater une augmentation de 10% des volumes. Ouais. Et là, on commençait le début de l'année avec un petit soubresaut où on était à 1% de volume en plus par rapport à 2025. Quand on parlait de correction, on parlait de correction des prix. Correction des prix et des volumes. Ça avait trop été haut. Le post-Covid, on a augmenté les volumes et les prix. Ouais. Là, c'était vraiment subi le surchauffe au niveau de l'immobilier. Le fameux exode des grandes métropoles. C'est ça, on a eu beaucoup de franciliens qui ont acheté à ce moment-là. Ok, des corrections de l'ordre de combien en pourcentage? Alors, les corrections, là, on reste sur... on en a parlé ensemble avec Olivier. On est sur des augmentations de prix sur une moyenne de 50, de 16% aujourd'hui. Et puis sur les ventes, c'est ça, une augmentation, on va dire 3% sur un an, avec 3 940 appartements vendus, 6 800 maisons. Ça, c'est sur un an, donc plutôt bien. Plutôt bien, sur des volumes. Après, Nîmes est une ville de taille moyenne, donc on bénéficie de ce qui se profile au niveau national, c'est-à-dire que les gens quittent les métropoles pour venir un peu plus loin. Les métropoles ont des prix élevés. Nîmes, on est une ville de taille moyenne et on récupère aujourd'hui ces Français-là qui sont dans des tailles de villes trop grandes avec des prix plus élevés. On a beaucoup de gens qui... Alors nous, vous avez les mêmes effets que Lille a pour Roubaix, Tourcoing, une aspiration des grandes métropoles. C'est ça. On a un rééquilibrage territorial grâce à des villes qui nous entourent comme Montpellier et Avignon qui ont des prix élevés par rapport à nous. Bien sûr. Alors, donc on bénéficie de cette aspiration-là. Bien sûr. À propos des prix, quand on dit on est à 2 000 € par mètre carré en moyenne à Nîmes, bon, évidemment, vous allez l'expliquer, il y a des disparités selon les quartiers, mais c'est ça, c'est 2 000 € c'est ça. On est à 2090 € pour être précis, le prix moyen en mètre carré. En prix moyen mètre carré. Après, c'est vrai qu'on a une hétérogénéité qu'on retrouve dans toutes les villes de France, finalement. Des quartiers... Ça fait rêver les Parisiens, ça, 2 000 € du mètre carré. Non, après, on a des quartiers, on atteint aujourd'hui des 5-6 000 € les mètres carrés. Pour ceux qui ne connaissent pas Nîmes, si vous deviez nous expliquer, prendre une photo, même vous adresser à
un investisseur, qu'on ait bien cette vision sur les différents quartiers. Sur les Nîmes, prix. dans l'hypercentre, on a beaucoup d'appartements à vendre. Donc l'hypercentre a été demandé au niveau des appartements. Ensuite, sur les maisons individuelles, c'est plutôt sur les collines nord, vers la Tourmagne. Là, on a des biens avec des prix plus élevés, un peu plus éloignés de la ville, même si à Nîmes, on a quand même une chance d'avoir des maisons individuelles très proches du centre-ville. Voilà, ça fait partie. À Montpellier, par exemple, on n'a pas ça. Pour avoir des premières maisons individuelles avec des piscines, des jardins, il faut aller très loin. À Nîmes, on est à 10 minutes à pied maximum du centre-ville. Donc ces quartiers-là sont très demandés. Donc, on est pris plus élevés. Les espèces. C'est ça, Cadero, Espèces, tout le quartier Tourmagne, voilà, avec des prix élevés par rapport à d'autres quartiers, mais c'est les prix qui sont c'est des volumes qu'on a sur ces quartiers-là avec des prix élevés. Les maisons, on est en moyenne à 245 000, 250 000 euros, c'est ça? Oui, ça c'est pareil, c'est notre moyenne. Valeur médiane. On peut trouver des produits magnifiques beaucoup plus chers. C'est ça. Parce que je crois que vous avez eu un record à plus d'1,5 million, notamment. Oui, j'ai vu sur le Mont du Plan. Ouais, voilà. ouais. Et voilà, pareil, c'est un record, donc c'est pas le miroir de la réalité du marché. Mais voilà, on a des prix records, on a des belles maisons qui se vendent, mais souvent c'est des maisons qui sont proches de la ville. Est-ce qu'on se loge facilement à Nîmes? Le marché locatif est très tendu. Donc ça, pareil, comme beaucoup de nombreuses villes en France. Quand on voit la demande de demande de location en volume comparé à l'offre, oui, on a une sorte de... très dur. Ouais. C'est même vous devez avoir parfois des parents d'élèves ou des jeunes actifs parfois désespérés. Enfin, Bertrand, je vois que vous êtes d'accord, mais c'est la demande sur les mêmes dramatique. produits, c'est-à-dire T2, T3, une demande très forte. Du coup, comme on est en pénurie de logements, ça a pour effet d'augmenter les loyers. On n'est pas en encadrement des loyers sur Nîmes, mais du coup, les loyers augmentent. L'effet inverse de ça, c'est qu'on a des investisseurs qui viennent pour investir dans du marché locatif. Et là, par rapport aux villes comme Avignon et Montpellier, on arrive à avoir des taux de rendement qui sont supérieurs à ces villes-là. Sans volatilité. Sans volatilité. Parce que vous avez les mêmes... C'est important de faire passer ce message. On n'est pas sur un marché volatile sur le marché locatif, parce qu'on est sûr de louer quand on investit à Nîmes. Exactement, on est sûr de louer, et puis on a quand même cette perspective d'avoir un marché qui rattrape le niveau national. Sur Nîmes, sur le marché, on a un petit retard sur l'évolution de l'augmentation des prix. Par contre, on a une avance par rapport au marché national sur le volume de vente. C'est-à-dire qu'on est toujours en avance sur les volumes de vente par rapport à la moyenne nationale. Ce qui démontre la vitalité du marché. C'est ça, surtout sur un marché locatif. Ouais. Et sur le marché locatif, donc je regardais sur le portail Figaro Immobilier, bien à la vente à Nîmes, 1891, ça c'était hier, bien à la location à Nîmes, donc location là dans le privé, 379. Donc déjà, on voit le gap qui est énorme. J'ai regardé les concurrents sur Se Loger. Bien à la vente à Nîmes, 1992. Bien à la location à Nîmes, 560. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans pour voir l'écart qu'il y a quand même qui est très important, mais c'est un phénomène qu'on retrouve un petit peu partout. Oui, tout à fait. C'est un phénomène qu'on retrouve partout, mais encore une fois, on a cet attrait où on peut avoir sur Nîmes des rendements à 5-6% bruts. Oui. Par rapport à un niveau national où on est à 3-4%. Donc ça maintient quand même cette activité-là sur des volumes de prix plus faibles. Donc ça, le corollaire, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des taux qui augmentent. Sur 25 ans, par exemple, on était à 3,10 en début d'année. Là, on est plutôt à 3,40, 3,50. Oui. Donc, et ça a augmenté. D'ailleurs, on est sur quasiment 50 à 100 points de base d'augmentation. Et il y a fort à parier. Ça augmentera un petit peu parce qu'on a une incertitude. Ce qui est intéressant, est-ce que, justement, j'aimerais avoir votre avis, c'est la lenteur de l'augmentation des taux. C'est vrai que, rappelez-vous, à l'époque, il y a 2 ans, on a vu les taux augmenter de 300 points de base en moins de 3 mois. C'était une horreur absolue, avec l'impact que ça a sur le taux d'usure pour l'octroi des crédits notamment. Quelle est votre analyse et l'analyse des notaires sur ce sujet-là ? Alors, pour revenir à Nîmes sur cette analyse-là, on a par exemple beaucoup de clients qui achètent et qui ont nécessité d'obtenir du crédit. Donc on a une vente à 250 000 €. Donc du coup, dès qu'on a ce levier-là, dès que les crédits flambent, on a de suite un frein sur le marché. Ça, c'est inévitable. C'est mécanique, en fait. C'est mécanique. Voilà. Surtout sur Nîmes. Voilà, où le taux de crédit baisse, automatiquement, ça reprend. Exactement. Parce que voilà, sur certaines villes, on en parlait une fois, comme Musias, tout ça, on est hors marché. Parce que c'est des prix beaucoup plus importants, c'est de la résidence secondaire. Donc ce marché-là, lui, il a sa niche, il continue de tourner. Il connaît pas la crise. Comme l'immobilier de prestige ou de luxe. C'est ça. Absolument. Ouais. Parce qu'on a des financements souvent comptants ou accessoires. Et dans cette période un petit peu, on va dire, anxiogène, justement aussi avec des taux d'intérêt qui remontent
progressivement. Est-ce que vous avez des clients ou potentiellement acquéreurs avec des dossiers qui sont bloqués ou qui retardent des projets? Est-ce que ça, Oui. vous le voyez dans vos études? On l'a vu revenir, parce que pendant une certaine période, les banquiers suivaient. À une certaine époque, il y a 3 ou qui 4 mois, et, Oui, on a et vu qui des ne le dossiers. sont plus aujourd'hui. Exactement, on a vu beaucoup de dossiers qui, à l'époque, devaient même presque ne pas passer post-Covid, où là, les banques avaient ouvert les portes et ça allait facilement. Et là, après, dès qu'il y a eu cette inflation et cette restriction sur les taux, les investisseurs sont partis, parce que les banques ne suivaient plus avec le taux d'endettement. Et après, on a vu revenir timidement les primo-accédants. Alors justement, faites-nous quand même rêver. Quand on veut investir à Nîmes, quels sont les secteurs ou les quartiers porteurs? Et puis le taux de rentable moyen, objectivement, il est de combien en pourcentage? Ouais, sur un taux de rendement moyen, on peut être à 5% aujourd'hui, brut. Brut. Alors, Oui, brut. où faut-il aller? Alors, où faut-il investir? Alors après, il y a des quartiers où on peut prendre un pari, toujours pareil. Si j'avais une boule de cristal, je pourrais exactement vous répondre, mais Saint-Césaire, apparemment, est porteur aujourd'hui avec des prix. Nîmes-Saint-Césaire, c'est un quartier sur l'est nîmois, près du CHU, où là, vous avez un quartier qui est sur du renouvellement. Donc là, pareil, c'est un pari. Après, pratique, il y a de la mobilité. C'est pratique, il y a de la mobilité, transport oui. en commun. Tout à fait. Ouais. Et puis, sinon, après, on a les secteurs sur le centre-ville, où là, c'est plus stable, on prend moins de risques. Mais sur l'évolution des tarifs, sur le long terme, on est toujours sur un produit haussier, quand même, sur des prix haussiers. très bien. Dernière question, maître. Quand on souhaite justement vendre ou acheter un bien immobilier à Nîmes, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui? Quels sont vos bons conseils? Alors, les tendances pour acheter aujourd'hui, c'est se renseigner sur le bien. On parle beaucoup du TPE, c'est vraiment le diagnostic à la mode, même s'il y en a beaucoup autour de lui, mais on ne parle que du TPE aujourd'hui. Oui. Donc ça, c'est quand même... la valeur verte. La valeur verte, oui, et puis important, parce que dans l'avenir, je pense que l'État mettra la pression sur les passoires énergétiques, donc le but, c'est de renouveler la ville sur la ville. Donc ça, c'est important, parce que ça a une incidence directe sur la consommation d'électricité, de fioul, pour les maisons qui sont au fioul encore, on en a beaucoup sur Nîmes. Donc voilà, se renseigner bien sur le bien, le prix de la taxe foncière qui est quand même assez élevé à Nîmes. Et ensuite, quand on se place du côté vendeur, pour bien anticiper sa vente, c'est préparer un dossier complet, béton, et notamment souvent, ici les Nîmois, ils ont tendance à dire « je fais parce que mon voisin a réussi à le faire ». Donc non, il faut demander les autorisations d'urbanisme, faire les travaux et finir un dossier d'urbanisme complet, ficelé. Parce qu'au moins, en cas de vente... son notaire pour avoir de bons conseils. Exactement, aller voir son notaire et son banquier avant pour aussi savoir l'enveloppe. En amont, le budget. Voilà, oui, en amont, de savoir l'enveloppe et de ne pas se lancer dans un projet qui est bien au-dessus de ses moyens. Eh bien, merci. On peut vous applaudir, Maître Florian Bennett. Merci beaucoup. Et après l'ancien, on va passer au neuf. On se retrouve tout de suite. Les clés de la ville. La vie ensemble. Avec Nexity. De retour ici depuis la maison du notariat après l'ancien, eh bien on va passer au neuf avec la séquence La vie ensemble de Nexity. Et on est très heureux de recevoir Lionel Séropian, qui est le directeur général de la région Sud et qui est membre du COMEX de Nexity pour parler eh bien, de cet immobilier neuf, à la fois à Nîmes, sa métropole, la région Occitanie. Et comme le veut la tradition, Sylvain Lévy-Valency, toujours présent, pose la première question. Qu'est-ce que j'ai comme chance extraordinaire d'avoir Lionel Séropian sur le plateau. Salut Lionel. Salut. Alors, je peux le dire, les amis, parce qu'on se connaît bien avec Lionel, on se voit souvent sur les plateaux. Merci d'être avec nous. Quand on est ici dans un écrin architectural, parce que il y a quelque chose de beau dans la ville, de magnifique. Ça doit être extrêmement agréable dans cette région, n'est-ce pas, pour essayer d'accompagner les Français. Alors justement, j'aimerais qu'on vous connaisse un peu mieux. Lionel, la marque Nexity, on le sait, c'est la marque qui produit du logement pour les Français et pour tous. L'antériorité de la marque sur la région, c'est très ancré. Hein. Alors bonjour à tous, ravi de participer à cet échange dans cette belle ville de Nîmes qui est très appréciée dans la Méditerranée, hein, sur le pourtour méditerranéen. Nexity, l'ADN de Nexity, effectivement, c'est le logement abordable, c'est le logement pour tous, et ce depuis longtemps. On est implanté dans cette région. Le siège régional est basé à Montpellier depuis plus de 20 ans. Donc une région dans laquelle nous produisons des logements neufs, et effectivement le premier des métiers de l'opérateur immobilier qui se veut être proche de son territoire, proche de ses collectivités, de ses aménageurs, c'est d'abord de satisfaire aux besoins
des locaux, des gens qui travaillent, des gens qui étudient, des anciens, et de toutes les couches de population. C'est ça l'ADN de Nexity. Alors justement, on va ancrer, et je profite de la présence de Bertrand, avec qui vous travaillez régulièrement sur les projets urbains. Oui. Oui, alors justement, nous avons contenu avec Bertrand, mais il y a un vrai sujet, je l'ai dit tout à l'heure, et d'ailleurs votre présidente, Véronique Bédag, a amorcé une transformation profonde de la marque Nexity, du groupe Nexity, qu'on a appelé le New Nexity. Maintenant, c'est Nexity, avec un rééquilibrage, un changement de braquet qui a amené une transformation profonde sur les métiers de la promotion qui ont beaucoup souffert. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, vous, Lionel Séropian, bien évidemment qu'on ne construit pas assez, quelle analyse sur la région vous faites, justement, de cette crise profonde de la production de logements neufs dont on a besoin, qui sont appelés d'ailleurs des vœux de Bertrand, je le vois, opiné du chef là-dessus, mais aussi de certains élus locaux qui parfois n'ont pas les marges de manœuvre pour pouvoir le faire. Alors on pourrait faire une thèse sur la question que tu poses, donc je vais essayer d'être... C'est une crise historique. Je vais te donner un chiffre. Depuis 2022, on a réduit par 2 le volume de logements fabriqués en France. Rétrécissement du marché, 50%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, quelle industrie parce que je peux parler d'industrie, la fabrication de la ville, c'est une industrie. Quelle industrie connaît ça, subit ça, et est capable de garder... et d'y survivre. Donc, Nexity reste dans ce moment-là le numéro 1 français en produisant 12 000 logements par an. Voilà. Donc, on subit la même décote que ce que subit le marché au national. Donc une crise qui nous a conduit effectivement à resserrer les rangs autour de 2 expertises, celle de promoteur-aménageur, parce qu'on est aussi aménageur privé, et dans cette région en particulier, j'y reviendrai tout à l'heure, et celle de promoteur-exploitant, c'est-à-dire que nous gérons encore des résidences pour étudiants en particulier, puisque c'est notre marque Nexity Studia qui porte nos résidences étudiants. Donc cette région d'Occitanie, elle souffre un petit peu moins, mais c'est un euphémisme parce que en 5 ans, le volume de transactions sur Languedoc-Roussillon dans le neuf est passé de environ 6 500 à 3 000, un peu plus de 3 000 lots. Voilà. Donc Nexity, dans ce marché-là... Est-ce que la demande du public que tu connais parfaitement bien, de la primo-accession, qui veut du neuf, de la qualité, avec un impact environnemental ultra maîtrisé, une note énergétique imbattable. On construit avec des notes énergétiques de A à B maximum, parfois C, mais souvent imbattable. Est-ce que cette demande-là est toujours aussi présente? Est-ce qu'elle est revenue? Est-ce que aujourd'hui, les clients sont revenus sur le neuf? Les clients subissent une crise de la solvabilité. Le sujet, c'est la solvabilité. Il y a une double crise. Alors, on parle de crise de l'offre et de la demande, mais on peut parler de crise de solvabilité et de crise de la production. Parce que l'équation n'est plus... C'est pas une crise du logement, finalement, c'est une crise de la fabrication en elle-même. Parce que si on avait aujourd'hui cette injonction qui serait résolue du foncier, vous êtes d'accord, hein, le prix du foncier est un des éléments majeurs qui peut parfois constituer un frein, mais également un petit brin de sociologie. On est en train de fabriquer, en fabriquant une pénurie du bien vivre ou du bien-être logé, on crée des problèmes sociaux et sociétaux que nous allons découvrir dans quelques années. C'est évident. Donc, on parlait tout à l'heure de biens de première nécessité, mais en fait, si vous faites un peu d'urbanisme, et ce que je pense que les aménageurs réfléchissent à cette échelle-là, à l'échelle de la fabrication de la ville, ce n'est pas que l'échelle du logement, c'est l'échelle de logement, du travail, des déplacements. C'est une chaîne. La fabrication de la ville, c'est souvent galvaudé, mais le principe, c'est quand même qu'à la fin de l'histoire, si vous n'avez pas un toit pour vous loger, vous sortez du système. C'est clair. Alors, produire du logement abordable, vous avez des solutions justement chez Nexity. Produire du logement abordable, c'est avoir des terrains abordables. Les gens commencent par là. Parce que c'est on le disait tout à l'heure, je rebondis un peu sur tes propos, mais la première des choses, c'est que dans ces marchés-là, parce que la Méditerranée, d'une manière générale, souffre d'une pression foncière, une pression immobilière exacerbée parce qu'elle est attractive. Parce qu'elle est attractive. Oui, il y a d'autres régions en France qui le sont, il y en a quelques-unes, mais voilà, la Méditerranée souffre de ça. Donc l'équation est d'autant plus difficile. Et notre métier de promoteur privé, nous faisons essentiellement, qui plus est dans cette région, sur du développement diffus.
c'est-à-dire des terrains aménagés. Alors, est-ce qu'on appelle le diffus juste pour l'explication. Le terrain diffus, c'est j'achète une dent creuse dans Nîmes parce que un de mes prospecteurs fonciers ou de mes développeurs alors, la dent creuse, je rappelle au public, on va rappeler, entre deux immeubles, il y a un immeuble plus petit, enfin voilà, je caricature, mais c'est un peu ça, et donc on rattrape un peu la hauteur où on rase complètement. Donc en fait, le diffus, c'est-à-dire que la problématique de la construction des villes, c'est un problème politique. Donc vous êtes d'accord quand on dit que dans le logement et dans la fabrication de votre métier, tout est politique. Que de la volonté politique nationale et politique locale. Locale, on parlait tout à l'heure d'acceptabilité de projet. Et à cette échelle-là, c'est une autre politique. Et les moyens que les maires ont entre les mains sont de plus en plus rabotés. Donc une chaîne aussi, un empilement qui fait qu'on n'a plus qu'un seul interlocuteur, mais plusieurs. Donc ce qui rend... on a l'habitude de parler de millefeuille administratif, et on plaide pour un guichet unique, on en a souvent parlé entre nous, pour accélérer des procédures et la facilitation de mise sur le marché. Le temps long de l'aménageur, c'est pas celui qui veut habiter. Celui qui veut habiter, il veut habiter demain matin. Donc ce temps long-là, c'est difficile à dire, en fait, pour le Quidam, ça n'existe pas. Bien sûr. Je veux acheter, et notre société accélère aussi cette volonté de consommer, donc il faut acheter tout de suite. Si on veut une voiture, on l'a. Quoique, en ce moment, on ne l'a pas vraiment. On va avancer justement. Dans les permis, dans les pas de retard, mais c'est inaudible c'est inaudible de considérer que... C'est inaudible pour les usagers en eux-mêmes qui ne comprennent pas du tout le... L'investisseur, il a le temps, quand on lui dit il y a 6 mois de retard, à la limite, il a le temps. L'accédant qui se projette avec la famille pour la rentrée scolaire et tout ça, il ne peut pas se permettre d'attendre aussi. C'est ce que vous disiez très justement. Le marché du neuf à Nîmes, en l'état actuel, il est de combien en production ? Je prends un temps parce qu'il est très faible. Et qui vaut à 200 ou 250 logements. Ah ouais, c'est une catastrophe. Bertrand, quand on entend ça, c'est... On a accès aux chiffres trimestriels fournis par la Fédération de la promotion et que moi, je communique régulièrement à mes instances et notamment aux élus parce que pour qu'il y ait une diffusion de cette problématique. Alors souvent, les élus sont... Voilà, parce que je pense qu'il faut aussi faire de la pédagogie. On est dans des milieux un peu fermés, un peu techniques et que quand on a des élus, notamment ceux qui arrivent, qui se saisissent de ces dossiers dans les collectivités au niveau national, on a l'impérieuse nécessité de faire de la pédagogie pour expliquer ça. Mais on est confronté effectivement à cette problématique, à la fois le temps long et les contraintes administratives, et puis les débouchés du marché, parce que ce que disait M. Séropian à juste titre, c'est que on aurait demain la capacité à produire et à mettre du foncier à disposition. On a quand même, comme vous le disiez très justement, une crise de la solvabilité. Donc ça veut dire que la sortie ne serait pas potentiellement assurée non plus. Donc, mais justement, en matière de solvabilité, double... les promoteurs innovent de plus en plus, puisqu'aujourd'hui, on arrive à sortir des produits en combinant PTZ, aides diverses. On arrive à avoir pratiquement l'équivalent d'un loyer ou c'est un des biais, un des biais du logement abordable. Oui. Tu en parlais tout à l'heure. Un des piliers de notre activité, c'est le logement abordable. Donc, effectivement, on table sur loyer égal crédit. Ça fait partie de nos campagnes pour séduire et pour attirer des jeunes ménages ou des gens qui commencent dans la vie. Et en fait, l'articulation, on raisonne sur ces sujets-là et on essaye de conserver des logements attractif, de taille raisonnable et qui ait les aménités nécessaires aujourd'hui. Et ça, c'est l'équation qui est difficile parce que fabriquer la ville, c'est laisser une trace pour les années à venir. Donc les opérateurs immobiliers responsables, comme les Nexity, on ne construit pas n'importe comment. Alors n'importe comment, on ne veut pas parce que c'est réglementé, mais l'architecture et ce qu'on laisse sur un territoire, ça reste 30 ans. Donc, comme dirait Nietzsche, le beau est un élément du bien, dans les deux sens, bien et bien. Vous vouliez intervenir ? Oui, en complément, je disais, c'est que souvent les élus locaux ont un prisme qui concerne le logement social, en étant pour ou contre, défenseurs ou opposants, mais et c'est un élément absolument indispensable parce que ça répond à un besoin d'une partie de la population et souvent assez large. Il y a aussi
aussi, je le disais, de la pédagogie à faire, notamment sur les autres considérations du marché. C'est-à-dire, je parle le logement intermédiaire, c'est un élément absolument indispensable. Et aujourd'hui, les élus ont une connaissance assez modeste de ces autres typologies de logement. Donc, à nous aussi. C'est élitiste ou quoi? Non, c'est un manque de connaissances souvent. Et je pense que c'est à nous et aux fédérations concernées pour dire que ça peut répondre aussi. Exactement. Parce que ça ne rentre pas forcément dans les quotas SRU, etc. Donc c'est vrai que tout ça est un jargon. Je pense qu'il faut redorer l'image de l'acte de bâtir. L'acte de bâtir. Rendre de la noblesse à l'acte de bâtir. Bâtir, c'est noble. Oui. Regardez dans cette ville romaine avec les monuments qui nous restent. Bien sûr. Bâtir, c'est noble. Aujourd'hui, c'est devenu... alors tu parlais tout à l'heure des promoteurs immobiliers et de leur image. C'est ça qu'il faut essayer de reconquérir et de travailler. Sûr. Et l'ensemble de la chaîne. Et puis surtout déconstruire l'image négative que parfois certains promoteurs ont eu. En fait, on a dans les difficultés que nous rencontrons au quotidien, c'est l'acceptabilité. L'acceptabilité des projets et l'acceptabilité du changement. Bien sûr. Donc cette acceptabilité-là, si elle est portée par des acteurs qui ont pignon sur rue, certes, mais qui ont une bonne image, ça n'a rien à voir. Que si elle est portée par une espèce de croyance illégitime d'un métier qui n'est là que pour gagner de l'argent, alors que le premier défi, c'est de loger les gens. On est d'accord. Alors, on est d'accord. C'est très important ce que tu dis là. Justement, parlons des prix. Et quels sont aujourd'hui les prix moyens du neuf ou si tu veux, sur la métropole? Alors sur Nîmes, on oscille entre 4 000 et 4 500 euros le mètre carré, parking, neuf. Prix dans le neuf. En fonction des quartiers, en fonction des secteurs. Et si je veux investir, quelle est la valeur locative que je peux espérer sur du neuf, par exemple? Est-ce que tu as des indicateurs? La valeur locative, le niveau des loyers, je pense que le niveau des loyers à Nîmes il est aussi entre 12 et 15 euros le mètre carré. Après, il y a tellement peu d'offres dans le neuf que j'ai du mal à... Nîmes est un marché, comme le disait tout à l'heure le notaire qui est intervenu, c'est un marché, je ne dis pas de report, mais complémentaire aux métropoles. J'aime bien l'idée, ça. Ça me plaît beaucoup. Complémentaire, oui, pas le report. Oui, parce que les gens qui le report, ça veut dire genre, t'es pas assez riche. C'est pas une cité dortoir. T'es pas assez riche, voilà. C'est pas une cité dortoir. Là aussi, il y a c'est périurbain, mais ça reste une ville de 150 000 habitants. C'est quoi les secteurs porteurs? Est-ce qu'il y a des secteurs porteurs sur le neuf? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des quartiers dans le neuf, de manière générale, bien sûr. Bon, les quartiers que citais tout à l'heure. Merci. Bien sûr, sont attractifs. Après, le redéploiement d'une ville ou le déploiement d'une ville va se faire selon deux principes, celui de la reconstruire sur la ville, avec Bertrand. Et ça, notre meilleur allié, notre meilleur partenaire, c'est forcément l'aménageur qui porte un projet souvent pluridisciplinaire et complexe. Ensuite, c'est des terrains qui sont des champs qui sont aménagés. Il y en a de moins en moins. Et là, c'est forcément les PLU ou les SCOT qui vont déterminer la façon dont une ville s'agrandit. Vous êtes très axé chez Nexity sur les résidences gérées, sur la production de logements et pour des étudiants qui en ont réellement besoin. Autre chiffre d'ailleurs, je rappelle que les étudiants en 2025 étaient environ entre 16 et 18% à renoncer à leurs études faute de logement. Et les chiffres de 2026 qui s'annoncent, tu fais référence à l'étude Odoxa qu'a lancée Nexity. Voilà, absolument. Et table entre 20 et 22%. C'est un drame absolu, puisqu'on est à peine entré dans la vie active, que déjà on est condamné, ne serait-ce que géographiquement, par la discrimination au logement. On calculait même pour certains le logement étudiant qu'il y avait plus d'avantages dans la voiture électrique que dans le logement étudiant. Donc on a résolu la crise du logement. On va tous dormir dans notre voiture électrique. Ça va être beaucoup plus simple. Certains maires me conseillent d'investir dans des tentes. Je ne citerai pas de marque. Oui, je caricature, mais en fait, on a un vrai sujet. Et comme le disait d'ailleurs très justement Bertrand tout à l'heure, on parle de politique effectivement locale qui parfois se confronte avec des réalités nationales et d'institutions dans lesquelles on marche un peu sur la tête. Je voudrais qu'on parle, parce que pour être très concret, il y a une opération emblématique que tu fais pour le Crous. Oui. Il y a une opération emblématique qu'on fait pour le Crous à Nîmes. Donc, je raconte l'histoire de cette opération parce qu'elle montre comment ce métier-là se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un terrain dans le diffus, c'est une dent creuse, c'est un permis de construire qui a été éminemment long à sortir pour des contraintes d'ABF, pour des contraintes réglementaires, pour des contraintes de hauteur. Alors, en fait, les équipes
de Nexity, localement, et j'en profite pour les remercier, ont eu aussi une résilience de tous les jours pour arriver à sortir un permis de construire, pour arriver à faire accepter. Et ensuite, il y a la problématique de la sortie commerciale. Et la problématique pour avoir le permis entre le dépôt, le premier dépôt et les renégociations, parce que forcément, il y a des propriétaires privés au milieu, c'est 2 fois 2 ans. Donc en fait, c'est un métier qui n'est pas du tout rentable. Hein. Quand on travaille 4 ans sur un projet, ça ne marche pas. Mais ça a du sens. Mais ça a du sens. Ça a du sens, et surtout, il y a un engagement qui est pris, il y a une volonté d'aller au bout. Dans la façon aujourd'hui, puisque je parlais tout à l'heure des 12 000 logements que fabrique Nexity, il y a une grande parcie qui est faite auprès d'opérateurs sociaux. Et dans toute la gradation des logements, que ce soit le LLS, le LLI, je passe sur le BRS, qui est un outil que vous connaissez tous. Donc en fait, notre métier s'est déporté aussi vers ces sujets-là, parce qu'il y a 20 ans, on fabriquait que très peu de logements sociaux, parce que la loi SRU n'était pas là. Si, il y a 20 ans, oui, mais en tout cas, la production de logements neufs en France était exclusivement faite pour des investisseurs soutenus par une volonté publique de fabriquer du logement. C'est vrai, à l'époque. Une volonté publique de fabriquer. On peut l'appeler de la drogue, de la cam, soutenue, tout ce qu'on veut, mais en tout cas... Non, moi j'aime bien le mot perfusion, mais regarde, Louis Besson, Pierre-André Périssol, les besoins. Voilà, Sylvia Pinel, voilà, tous ces ministres qui ont accentué... Le système est ainsi fait, ou a été ainsi fait, qu'autour de cette spéculation immobilière, parce que je crois qu'on peut dire ce mot-là, même si tu l'aimes pas, il y a une forme de spéculation, forcément. Oui, voilà. D'accord. Mais, en fait, ce qui est nécessaire, c'est de trouver l'équilibre. Et l'équilibre, la seule chose qui guide l'activité de Nexity dans cette région et partout, c'est la solvabilité des ménages. Et au final, de produire des logements. Et produire des logements pour tous. Après, l'investisseur, c'est autre chose. Lionel, pour revenir sur la résidence... 104 chambres. Hein. 104 chambres, qui ont été vendues au Crous. Alors, on a fait une vente en bloc au Crous. C'est une vente en bloc. C'est une vente en bloc. Okay. En fait, on a tenté, on a essayé de la vendre au détail et surtout de la faire gérer par le gestionnaire maison qui est Studéa. On n'a pas réussi à trouver l'équilibre. Et donc, on a trouvé la solution. Avec le Crous. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, il y avait des détails réglementaires, de création de stationnement, etc. Donc on a réussi. C'est le Crous qui devient propriétaire. Le Crous est propriétaire de en bloc et qui va exploiter, qui les loue et qui les offre à des étudiants qui, au lieu de louer, je ne veux pas me tromper sur les chiffres, au lieu de louer une chambre étudiante entre 500 et 600 euros, c'est entre 300 et 400, globalement, en moyenne. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, et livraison ? La livraison, c'est dans 2 ans. Les travaux commencent en janvier de cette année. Donc, c'est une opération, c'est une dent creuse, je reprends le terme parce que je l'aime bien. Opération. Donc, une architecture, c'est plus facile quand on fait une dent creuse de faire de l'architecture. Il n'y a qu'une seule façade qu'on voit, en tout cas. Et donc, oui, c'est une vraie réussite et c'est c'est un vrai bon modèle. Voilà. Mais l'équilibre économique est toujours difficile à trouver. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Lionel Serrosson, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Il est l'heure de conclure, mon cher Olivier. La conclusion, on va se retrouver après le jingle, ou pas de jingle, si, jingle ou pas. L'année prochaine, l'année prochaine, on sera le mois Tokyo. Prochain. Non, alors on sera je sais pas. Le mois prochain, nous serons à Nice. Absolument. Alors, avant de, bien avec sûr... Vous, Lionel. Avec Lionel, avant de laisser la parole de conclusion, bien sûr, à notre grand témoin, un grand merci, bien sûr, à l'équipe, toute l'équipe de la Maison du Notariat, la Chambre des notaires de Nîmes pour son accueil. Mention spéciale à son porte-parole, Maître Florian Bonnette, pour ses éclairages. L'occasion de saluer la direction de la communication avec nos amis Isabelle Mariano, Myriam Barca, François Prost. Nexity avec Lionel Séropian, directeur général, membre du COMEX, en tout cas directeur général région Sud. Les équipes avec Anne Gint et Madurel. Figaro Immobilier avec... Maya Chavidre, Stéphane Enfonso, qu'on remercie. C'est aussi notre super Constance qui est avec nous. Absolument. Voilà. Et Radio Imo, son fondateur, son maître à penser, Sylvain Lévy-Valency, le producteur Alexandre Grégoire Darico, Alexandre, je le vis venir, Burkhardt, la réalisation des talentueux Baptiste et Jason, les clés de la ville, étape 7, c'est terminé. Je voudrais, pour ma part, terminer par un beau poème qui nous vient de Mervyn de Ségard. Le calcaire boit l'or d'un soleil qui s'attarde, les arènes s'endorment sous un ciel de velours, dans l'écho des arcades, mon âme te regarde, et Nîmes caresse ta peau au front de nos amours. Ouais.
Le mot de la fin. On fait dans le haut niveau avec, Là, c'est bon. Le mot de la avec fin. Olivier Marc. Déjà, je voulais vous remercier pour cette invitation. On a évoqué beaucoup de difficultés aujourd'hui. Moi, j'aime bien terminer sur des notes positives parce que je suis quelqu'un d'éminemment positif. Je crois que quand on fait les métiers qu'on fait, ils sont porteurs de sens, c'est-à-dire qu'on produit des choses, mais on a un impact sur la ville, sur la vie des gens. Donc, il y a une plus-value personnelle. Je sais que les équipes au sein de la SPL Agathe sont très attachées à ça, au sens qu'on donne aux choses, et on participe à la vie collective, et surtout on aménage pour le futur. Donc les problématiques qu'on se pose aujourd'hui, il faut les anticiper et il faut essayer de répondre à des problématiques que se poseront les futurs habitants de ces quartiers. Nous, on essaye d'être le plus positif possible en faisant, et on le disait, de la pédagogie vis-à-vis des élus, en essayant de convaincre. Et puis on a des partenaires, toutes les parties prenantes, que ce soit les bailleurs, les promoteurs, on essaie de les embarquer, même si le contexte est compliqué et qu'on est dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, comme le dit l'acronyme. La phrase que vous prononcez quand vous parlez du futur, et je vais essayer d'aller au niveau de notre ami Olivier Marin, en citant Victor Hugo qui disait que je préfère le futur au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. Voilà. Je ne ferai pas mieux. Voilà. Pas mieux, bon, pas mieux. Voilà. Bon. Voilà, on se retrouve à Nice bientôt. Eh bien, on se retrouve à Nice. Merci beaucoup. Merci infiniment et donc à très bientôt pour une prochaine émission des Clés de la Ville.